un philosophe qui s'appelle Leibniz, qui fait et qui invente un concept extraordinaire, assez extraordinaire, auquel il donnera le nom de monade. Il choisit un mot technique, compliqué, monade, il appelle ça. Et en effet, dans les concepts, il y a toujours quelque chose d'un peu fou, quoi, d'un peu cette mère qui ne serait que mère, bon, en tout cas, l'idée pure, tout ça, et il y a quelque chose d'un peu fou. Voilà. Eh bien, la monade leibnizienne, ça désigne un sujet, quelqu'un, toi ou moi, en tant qu'il exprime la totalité du monde. Et que, exprimant la totalité du monde, il n'exprime clairement qu'une petite région du monde. Voilà ce qu'il appelle une monade. Alors là aussi, si, c'est un concept, il le crée. Ce concept n'existe pas avant lui. On dit, mais pourquoi? Pourquoi il le crée? Très joli ça, mais pourquoi faire ça? Pourquoi dire ça plutôt qu'autre chose? Écoute, il faut trouver le problème. Et c'est pas qu'il le cache, le problème. Mais c'est que si on le cherche pas un peu, on le trouvera pas. Et c'est ça le charme de lire de la philosophie. C'est autant le charme, mais c'est aussi amusant que lire encore une fois des romans ou que regarder des tableaux. C'est prodigieux. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi si on le lit? En effet, il n'a pas créé le concept de monade pour le plaisir, quoi, pour son plaisir. Mais pour d'autres raisons, il pose un problème qui est quoi? À savoir que tout dans le monde n'existe que plié. Il vit le monde comme un ensemble de choses qui sont pliées les unes dans les autres. Pourquoi vit-il le monde de cette manière? Qu'est-ce qui se passe? Et tout est pli de plis. On n'arrive jamais à quelque chose de déplié complètement. Et la matière est faite de replis sur elle-même, et les choses de l'esprit, les perceptions, les sentiments sont pliés dans l'âme. C'est précisément parce que les perceptions, les sentiments, les idées sont pliés dans une âme qu'il construit ce concept d'une âme qui exprime le monde entier, c'est-à-dire dans lequel le monde entier se trouve plié. Les gens parlent, mais on ne sait jamais à quel problème eux-mêmes. Non seulement ils ne créent pas de concept, ils émettent des opinions, mais en plus, on ne sait jamais de quel problème ils parlent. Je veux dire, on sait à la rigueur des questions, mais si je dis « est-ce que Dieu existe ?» c'est pas un problème, est-ce que Dieu existe? J'ai pas dit le problème. Où il est le problème? Est-ce que Dieu, pourquoi est-ce que je pose cette question-là? Quel est le problème qui est derrière ça? Alors les gens, ils veulent bien poser la question. Ah, est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je ne crois pas en Dieu? Mais tout le monde s'en fout qui croit en Dieu ou qui ne croit pas en Dieu. Ce qui compte, c'est pourquoi ils disent ça, c'est-à-dire à quel problème ça répond. Et quel concept ils vont fabriquer, quel concept de Dieu ils vont fabriquer. Si tu n'as pas ni concept ni problème, tu restes dans la bêtise, c'est tout. Mais c'est dire à quel point la philosophie est amusante. L'histoire de la philosophie, puisque c'est ça faire de l'histoire de la philosophie. Retrouver, c'est pas tellement différent de ce que tu as à faire quand tu te trouves devant un grand tableau, devant une œuvre musicale. Ça. Il n'y a pas besoin d'être philosophe pour lire de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est susceptible, bien plus, pas seulement susceptible, qu'elle a besoin de deux lectures à la fois. Il y a absolument nécessaire une lecture non philosophique de la philosophie. Sinon, il n'y aurait pas de beauté dans la philosophie. C'est-à-dire que des non-spécialistes lisent de la philosophie. Et que la lecture non philosophique de la philosophie ne manque de rien. Elle a sa suffisance. Il n'y a aucun besoin de comprendre. Comprendre, c'est un certain niveau de lecture. Mais c'est un peu comme si tu me disais, pour apprécier par exemple Gauguin ou un grand tableau, il faut quand même s'y connaître. Évidemment, il faut s'y connaître, c'est mieux.
mais qu'il y ait également des émotions extrêmement authentiques, extrêmement pures, extrêmement violentes, dans une ignorance totale de la peinture. C'est évident que quelqu'un peut recevoir comme un véritable coup de tonnerre un tableau et ne pas savoir, mais rien sur le tableau même, rien. Quelqu'un peut être alors extraordinairement ému par la musique ou par telle œuvre musicale sans savoir un mot. Et je sais bien qu'il vaudrait mieux et que c'est encore mieux avoir une perception compétente. Mais je dis que toute chose qui compte dans le monde est susceptible d'une double, dans le domaine de l'esprit, est susceptible d'une double lecture. À condition que la double lecture, c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard en tant qu'autodidacte. C'est quelque chose qu'on fait à partir de ces problèmes venus d'ailleurs. Je veux dire, c'est en tant que philosophe que j'ai une perception non musicale de la musique. Et qu'elle est peut-être pour moi extraordinairement émouvante. De même, c'est en tant que musicien, en tant que peintre, en tant que ceci, cela, quelqu'un peut avoir une lecture non philosophique de la philosophie. L'exemple typique pour moi, c'est encore une fois Spinoza. Avoir Spinoza en livre de poche, et puis le lire comme ça, et ben, à mon avis, on a autant d'émotions qu'à une grande œuvre musicale. Et d'une certaine manière, la question n'est pas comprendre. Moi, dans mes cours, je suis sûr que les cours que j'ai faits, mais c'était tellement évident que les gens y comprenaient tantôt et tantôt ils comprenaient pas. Et on est tous comme ça dans un livre, tantôt on comprend, tantôt on comprend pas. Ce qui fait que d'une certaine manière, on est toujours à la pointe de son ignorance, quoi. Et c'est bien là qu'il faut s'installer. Il faut bien s'installer à la pointe de son savoir ou à la pointe de son ignorance, c'est la même chose, pour avoir quelque chose à dire. Mais je parle de cette frontière même qui sépare un savoir d'un non-savoir. C'est là, je veux dire, c'est là qu'il faut s'installer pour avoir quelque chose à dire. Alors, pour la science, pour moi, c'est pareil. Et la confirmation que j'y vois, moi, c'est que j'ai toujours eu avec les savants des rapports épatants. Ils ne m'ont jamais pris pour un savant, ils ne pensent pas que je comprends grand-chose, mais ils me disent ça marche. Tu veux, parce que je suis sensible aux échos, je ne sais pas comment appeler ça. Bon, il peut y avoir rencontre entre un concept philosophique, une notion scientifique et un percept esthétique. Eh bien, parfait. Je dis, en science, moi je crois, j'en sais juste assez pour évaluer des rencontres. Pour que tout soit différent. Les astronomes vont sous la Terre ou sous les mers pour observer le ciel, pour observer des neutrinos. Pourquoi